Voilà, cher enthousiaste. Aujourd'hui, au micro de Estion Kiffé, je suis solo pour célébrer l'amour. Car demain, ça fera 1 an que j'ai uni ma vie à celle de ma chérie. Et c'est peut-être anecdotique pour toi si ça fait des années que t'es marié ou paxé, mais de mon côté, l'engagement amoureux, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Je t'en parlais dans un précédent épisode de podcast sur le polyamour. En fait, j'ai testé plusieurs modes de relations amoureuses et différentes thérapies pour m'aider à avancer dans ma vie. Et je voulais te faire part de 7 pensées que j'ai glanées au cours de ce chemin. Et si tu veux avoir accès au résumé de cet épisode et donc aux grandes lignes, à mes notes, c'est dispo dans le Sunday Shot numéro 47 de ma newsletter Les Enthousiastes. Le lien est dans la description. Ok, première pensée. Je pense qu'il n'y a pas de modèle relationnel mieux ou moins bien qu'un autre, juste des modèles plus adaptés à tes objectifs et ceux de ton couple. Et je dis ça parce que moi, j'ai commencé ma vie, comme pas mal de gens, j'imagine, en étant biberonnée par des modèles de couple hétéro, monogames, avec des enfants et compagnie. Et ensuite, j'ai découvert le concept de l'homosexualité, mais aussi du polyamour et du libertinage. Et là, je pensais que c'était la solution viable pour tout le monde et épanouissante pour tout le monde. Alors qu'en fait, projeter ses valeurs et sa vision sur d'autres personnes ou d'autres couples est aussi inadapté en amour que partout ailleurs. De même, idéaliser le modèle de quelqu'un d'autre et vouloir l'injecter dans son couple sans l'adapter à sa réalité et ses objectifs, c'est tout aussi casse-gueule. Par exemple, en lisant La Salopétique, en lisant More Than Two et d'autres livres sur le polyamour, moi je me suis dit que si ces personnes avaient réussi à avoir un tel équilibre émotionnel et amoureux en vivant des relations polyamoureuses, c'est que c'était la solution idéale pour moi, car je me retrouvais complètement intellectuellement dans leur discours. Mais j'avais juste pas conscience, ou je faisais un gros déni en tout cas, que tout le monde n'est pas fait ou prêt pour ce type de relation-là. Et j'ai clairement participé à la souffrance de plusieurs de mes ex-compagnes à cette époque de ma vie. Ok, deuxième pensée, ouvrir son couple, que ce soit en libertinage ou en polyamour, ça va pas résoudre les problèmes de ton couple. Pour ouvrir une relation de manière pérenne et nourrissante, ça nécessite une communication et une relation solide et le traitement des challenges actuels en amont. Je dis ça parce qu'à l'époque où j'ai voulu ouvrir mon couple, une partie de moi se disait que vu que que je ressentais pas assez d'attention, d'énergie, de sexualité ou que sais-je dans certaines de mes relations, si j'allais chercher ce qui me manquait à ce moment-là dans d'autres relations, tout allait rouler dans mon couple, puisque du coup c'est ce qui me manquait selon moi. Et spoiler, ça n'a pas du tout marché. Ça a été un énorme fail même, et non seulement ça n'a rien résolu dans mon couple, mais ça a juste créé de nouveaux points de tension, de frustration et de stress, et donc voilà, c'était un épique fail, on peut le dire. Troisième pensée, avant toute discussion profonde concernant sa relation, ou peut-être des voies qu'on aimerait donner pour sa relation, c'est toujours utile de clarifier plusieurs choses. Premièrement, ce qui va bien dans son couple. Donc, prendre le temps de lister tout ce qui va bien, de ressentir de la gratitude, et tu vois, de pas être dans cette énergie du manque, où du coup, tu vas pas réussir à t'ouvrir en fait aux choses qui te nourrissent vraiment, et tu vas juste être avec les ongles qui grincent, qui crissent sur le sol en mode « je veux du sexe ». Et du coup, toutes tes intentions et toutes tes pensées et tout ce que tu vas émettre va être dans cette énergie-là, et c'est bien de se nourrir de trucs un peu plus positifs avant cette discussion. Et c'est bien aussi de clarifier ce qu'on espère de cette discussion. En fait, ce qu'on espère que la discussion va changer, que ce soit pour soi ou pour son couple. Et ça, c'est chouette d'avoir quand même une idée claire de ce qu'on veut. Par exemple, exemple concret. Moi, du coup, donc je fais l'exercice de ce qui va bien dans mon couple, de ce qui me nourrit, de tout ce qui est chouette actuellement. Et ensuite, je me dis, ok, j'aimerais bien parler du libertinage et d'ouvrir mon couple à ma chérie. Et moi, mon espoir en faisant ça, c'est de clarifier où on en est, ce que veut ma copine, et puis qu'est-ce qu'elle en pense. Tu vois, voilà. Pour moi, c'est ça l'objectif de cette discussion. Ensuite, c'est bien de clarifier la problématique que cette discussion est censée résoudre et pourquoi on perçoit que c'est une problématique. Tu vois, par exemple, si toi, tu veux que... Je sais pas, si tu veux parler par exemple de pratiques sexuelles et tu te dis, je sais pas, moi j'aimerais essayer des pratiques anales par exemple, peut-être que la problématique que toi tu perçois, c'est que ma sexualité elle est un petit peu plan-plan et j'aimerais bien rajouter de nouvelles pratiques, découvrir de nouvelles choses, ou alors si t'es un mec, peut-être que t'as envie de découvrir le plaisir prostatique et que du coup ta problématique à toi c'est d'essayer de le faire dans un contexte chouette au niveau de ton couple, sécure, où ton ou ta partenaire se sente bien de faire ça et enthousiaste de faire ça et de voir si c'est quelque chose qui pourrait le ou la tenter ou pas. Ok, donc je récapitule, lister ce qui va bien, et clarifier ce que tu espères de cette discussion, ce que tu espères qu'elle va changer, et ensuite clarifier la problématique que tu perçois et pourquoi c'est une problématique pour toi. Et ensuite, une fois que tu as clarifié ça,
je trouve important, avant de discuter avec ton ou ta partenaire, ce qui est important, c'est de clarifier ce que tu juges chez l'autre. Par exemple, si toi tu veux... je reprends cet exemple-là de plaisir anal. Si toi tu veux ça, mais que ça te paraît compliqué parce que tu juges que l'autre, je sais pas, est peut-être pas très ouvert. Tu vois, peut-être que tu juges, ouais, mon partenaire ou ma partenaire, il ou elle est pas très ouvert sur les pratiques sexuelles. C'est ça que tu juges chez l'autre. Et ben, c'est intéressant de voir tous les bénéfices de ce que tu juges. Par exemple, en quoi c'est bénéfique pour votre relation que l'autre soit pas très ouvert. Tu vois, par exemple, dans ce cas-là, tu pourrais te dire, en fait, le bénéfice, c'est que du coup, il ou elle va pas tester des nouvelles choses avec d'autres personnes. Du coup, c'est cool parce que ça me sécurise dans mon couple, etc., etc. Tu vois, tu peux trouver plein de bénéfices au fait que l'autre soit pas très ouvert. Ensuite, c'est intéressant de lister tous les moments où ton ou ta partenaire n'est pas comme tu le juges. Donc, tous les moments, par exemple, dans cet exemple, où ton partenaire serait pas ouvert. Donc, le contraire de pas ouvert, c'est ouvert, du coup. Donc, tu peux lister tous les moments où ton partenaire dans sa vie est ouvert sur des choses. Donc ça peut être dans la sexualité, mais ça peut être dans d'autres domaines de vie. Et comme ça, tu réalises en fait à quel point, ok, peut-être dans ce truc précis, tu le trouves pas très ouvert, mais en fait, il y a plein d'autres champs et plein d'autres domaines où il l'est déjà. Et ensuite, c'est intéressant de lister tous les moments où toi-même, tu es pas ouvert. Donc par exemple, tu vois, si tu juges que ton partenaire est pas ouvert en matière de sexualité, c'est intéressant que toi, tu listes tous les moments où toi-même, t'es fermé en matière de sexualité ou dans d'autres domaines de ta vie. Et comme ça, en fait, tu vas dépolariser un petit peu tes croyances. Et tu vas réussir à te rendre compte que ton partenaire est ouvert sous plein d'aspects et où toi, t'es fermé sous plein d'aspects. Et ça va te permettre de te dire, ah, en fait, ça va, ok. Mon partenaire n'est pas un gros coincé du cul. Juste, voilà, il y a des choses dans sa vie où il est plus ou moins ouvert, et comme moi, tu vois. Donc ça fait du bien de capter que l'autre, on est comme l'autre, en fait. Une fois que tu as dépolarisé tes jugements, donc là j'ai fait sur un exemple à la con, mais enfin, tu as peut-être plusieurs choses que tu juges et c'est intéressant de le faire pour ces plusieurs points. Ensuite, tu peux lister tes fantasmes et lister ensuite tous les bénéfices à ne pas les réaliser et tous les inconvénients de les réaliser. Donc par exemple, si ton fantasme... alors là, on peut rejoindre l'histoire du plaisir anal ou des pratiques anales, mais imaginons un autre fantasme. Par exemple, si toi, ton fantasme, c'est de faire un plan à trois, c'est intéressant en fait d'enlever ce fantasme de son piédestal en cherchant tous les bénéfices au fait de ne pas réaliser ce fantasme. Par exemple, dans l'exemple du plan 3, ça peut être par exemple moins de charge mentale, on n'a pas à chercher un troisième partenaire, on n'a pas à gérer des MST ou même une grossesse non désirée, on n'a pas à gérer la détresse émotionnelle de son ou sa partenaire, on n'a pas à gérer les conséquences si la troisième personne finalement c'est quelqu'un de toxique ou si c'est quelqu'un de dangereux, enfin tu vois, voilà, ça peut être des bénéfices. Et après tu peux lister tous les inconvénients si tu réalisais ce fantasme. Ok, si on faisait un plan à 3, peut-être que du coup, qu'est-ce qui pourrait se passer, ça rejoint, hein, les deux se rejoignent pas mal, mais par exemple, si on faisait un plan à 3, peut-être qu'il y a un risque que mon ou ma partenaire tombe en émoi de la troisième personne et qu'en fait, elle veuille se mettre en couple avec elle, peut-être qu'elle va vouloir une relation polyamoureuse alors que moi, j'ai pas envie, peut-être que... Voilà, tu listes, quoi. Et une fois que tu as fait tout ça, je trouve... Après seulement, c'est intéressant d'avoir une discussion deep parce que du coup, tu as fait le point sur toi, où tu en es, sur ton couple. Qu'est-ce qui va bien dans mon couple, pourquoi je vais avoir cette discussion. Ensuite, tu as bien capté la problématique précise que tu veux gérer avec ton ou ta partenaire. Et tu as dépolarisé tes jugements. Donc, tu vas arriver dans cette discussion en étant vachement plus rempli, nourri, avec de la gratitude sur ce que tu as dans ton couple. Et franchement, c'est tellement un meilleur état d'esprit qu'arriver dans une discussion en étant en mode « Ouais, chérie... tu fais pas ça, ou tu fais pas ceci, ou j'aimerais que tu fasses ça, j'aimerais que tu fasses ci. Et en fait, c'est pas du tout pareil, tu vois. En fait, si t'arrives avec de l'amour et de la gratitude, versus si t'arrives en étant vraiment dans la frustration, voilà, ça va pas être la même qualité de discussion, ça c'est clair. Ok, quatrième pensée, c'est pas parce qu'on parle d'un sujet que ça va arriver, ni tout de suite, ni peut-être jamais. Par contre, en parler en amont, ça permet de ne pas avoir des années de discussion de retard si une situation de ce style se présente. Tu vois, par exemple, ma chérie et moi, on a parlé pas mal de fois de libertinage, et en particulier de la situation où elle ou moi, on pourrait avoir des sentiments ou une attirance physique pour une tierce personne. Déjà parce qu'on présume que dans toute une vie, ça peut arriver, et aussi parce qu'on a déjà été confronté à la situation où une tierce personne exprime son intérêt pour l'une d'entre nous, et que du coup, comme à ce moment-là, on n'en avait pas parlé, c'était non et c'était pas un sujet, mais au moment où c'est arrivé, c'est devenu un sujet. Et on a pu en parler. Mais vu que c'était déjà une problématique réelle, il y avait une charge émotionnelle plus forte que si ça avait été juste un exercice mental, tu vois, de concept. Et du coup, au final, je crois que c'est utile d'avoir ces discussions avant que ça arrive, pour pouvoir en parler librement, qu'il n'y ait pas d'interférence.
Et par contre, ça n'enlève rien à la nécessité d'en rediscuter si la situation se présente vraiment, car entre notre projection mentale et la réalité, il y a parfois un énorme gap. Voilà. 5e pensée. Pourquoi on fait des business plans, des plans comptables, des plans sportifs, et pas de plans d'intimité et de couple? Tu vois, moi, je connais des entrepreneurs qui passent littéralement des jours, voire des semaines à réfléchir à leur business, se projeter, réfléchir aux potentielles problématiques qui pourraient se mettre sur leur chemin, etc., mais qui n'ont jamais pris 1 heure pour parler à leur partenaire de comment ils imaginent l'avenir de leur couple, de leur projet en termes de sexualité et d'intimité. Et ok, c'est stylé de savoir où on en sera dans 5 ans au niveau de son business, mais en fait, pour moi, ça peut faire complètement sens aussi de mettre autant d'énergie sur son couple si c'est quelque chose que tu valorises. Évidemment, si t'es pas en couple ou si c'est pas un projet important pour toi, fine, tu vois. Mais même si t'es pas en couple, pour moi, ça fait sens quand même d'avoir un projet de sexualité, un projet, en tout cas une vision de ce que t'aimerais, parce que c'est plus facile d'aller dans une direction si tu sais dans laquelle tu veux aller. Voilà. 6e pensée, la psychothérapie, l'hypnose, la psychanalyse, le chamanisme, le coaching ou autre, tout ça, c'est des techniques d'accompagnement, et il y en a des dizaines, et elles ont toute leur place, du fait que chacun est différent et que chacun a des besoins différents. Et moi, j'ai essayé toutes celles que je viens de te citer, et même si aujourd'hui, je m'épanouis plus dans le coaching, je sais que la psychanalyse, la psychothérapie, ça m'a aidé à mieux me connaître et y voir plus clair. Et globalement, mon message, c'est de te dire qu'être accompagné, c'est surtout un hack pour aller plus vite. Et perso, j'ai eu beaucoup d'impatience à kiffer ma vie relationnelle et sexuelle, et c'est pour ça que j'ai fait toutes ces thérapies. Et aujourd'hui, je crois qu'investir sur soi, avec soit des professionnels, soit l'aide de l'IA, même si tu estimes que tu n'as pas les moyens de te faire accompagner par un humain, c'est vraiment la solution pour kiffer plus rapidement sa vie. Évidemment, on apprend avec l'expérience, on n'est pas obligé de se faire accompagner, mais en fait, si ça peut aller plus vite, être moins douloureux, moins chiant, quoi. Je trouve ça dommage de s'en passer. Voilà. 7e et dernière pensée. La sexualité et l'intimité peuvent prendre une infinité de formes, et on peut prendre autant de plaisir à recevoir un massage sur des muscles endoloris qu'un cuni, une fellation ou n'importe quelle pratique que t'aimes lors d'un rapport. Et ça dépend, selon moi, juste du contexte, de l'énergie, des envies de chacun. Et se sentir à l'aise lors d'un rapport, c'est bien, mais avoir plein de billes pour pouvoir partager du plaisir lorsque la sexualité est complexe, voire impossible, perso, je trouve que c'est mieux. Et tu vois, il y a des moments où je suis crevée, j'ai mal au dos, aux jambes, après un gros entraînement sportif, ou alors j'ai envie d'être ultra passive et de me laisser faire. Et franchement, dans ces cas-là, je préfère largement un bon massage plutôt qu'un rapport sexuel. Et c'est pareil pour ma meuf, par exemple, quand elle a fait du sport à fond, ou bien qu'elle est stressée par le taf, elle n'a pas forcément l'espace mental pour avoir un rapport de qualité. Par contre, elle peut avoir l'envie et l'élan de se faire chouchouter. Et moi, je trouve que ça maintient une super belle intimité, une belle proximité corporelle sans se forcer, sans faire semblant. Et voilà, je le valorise beaucoup. Alors, évidemment, c'est parce que le toucher, c'est important pour moi. Peut-être que pour toi, c'est pas du tout le cas et que, en fait, se masser, se toucher, ça te fait rien, voire ça te dégoûte. Et auquel cas, il y a d'autres manières d'avoir de l'intimité. Danser, partager un repas. Enfin, tu vois, il y a plein de moments où on peut se toucher. Et c'est pas forcément ni du massage, ni de la sexualité. Mais si en tout cas, le toucher, c'est un langage de l'amour qui te parle, sache qu'il y a plein de manières d'avoir une intimité et que c'est pas que avec du sexe, et encore moins du sexe pénétratif. Voilà pour les grandes lignes. Personnellement, j'ai ressenti beaucoup de honte et de culpabilité d'avoir trompé plusieurs fois mes ex-compagnes. Et ensuite, j'ai ressenti beaucoup d'impuissance de ne pas réussir à surpasser mes compulsions en matière de sexualité. Et tu vois, aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans que j'ai avec ma compagne. On est au clair sur nos limites, ce qu'on peut expérimenter ou non. On a une intimité authentique, adaptable, nourrissante et enthousiasmante, de mon point de vue. Et le chemin pour me trouver belle et me sentir épanouie en matière de sexualité, il a été super long, onéreux et franchement douloureux. Et je crois qu'il peut être bien plus court et bien plus enthousiasmant si t'es bien accompagné. Voilà. J'espère que cet épisode a pu t'aider à te rapprocher d'une sexualité qui te nourrit cet enthousiasme. Et si t'as besoin d'aide pour aller plus profondément ensemble et tacler ce qui te bloque vraiment, tu peux prendre rendez-vous via le lien dans la description pour un appel offert avec moi. Sur ce, à mardi prochain. Et n'oublie pas de kiffer et de te nourrir des choses qui te donnent de l'énergie.